Salut les sportifs! Je vous souhaite la bienvenue pour ce 4e numéro des Good Eye View. Aujourd'hui, nous allons écouter le récit d'une femme, d'une sportive, d'une entrepreneuse, mais surtout d'une bornée. Nous retrouverons donc Loïc Lepoutre, CMO de Good Eye, qui animera ce podcast en compagnie de Maude Baudier, CEO du projet Les Bornés, coureuse, cycliste et triathlète. Je vous embête pas plus, ouvrez grand vos oreilles et passez un excellent moment. Bonjour à tous, bonjour les familles. Je suis enchanté de vous retrouver après un mois d'absence et une petite pause dans les podcasts. Aujourd'hui, je reçois Maude Baudier. Maude Baudier, c'est la CEO de Les Bornés. Enchanté, Maude. Salut. Je vais te laisser te présenter à notre communauté. Et puis voilà, le jeu est assez simple, hein. On va discuter de plein de sujets, du sport au féminin, donc la féminisation, c'est comme ça que tu appelles ça? Exactement, c'est ça. On va parler aussi de la start-up parce que je ne sais pas si tes membres et nos membres comprennent aussi que nous sommes tous les deux des start-up et c'est un milieu un peu particulier et on va faire partager notre univers. Puis on va parler aussi des bornés. Carrément. Ouais, vas-y, je te laisse. Et bah, comme tu l'as dit, je suis à la tête du projet Les Bornés. C'est un projet qui date de 2017, donc on a déjà 3 petites années derrière nous, d'expérience et ça a été lancé dans l'objectif de mettre plus de femmes sur des vélos. Donc la genèse vraiment, c'était féminiser le cyclisme et maintenant, si je dois faire une analyse un petit peu après ces 3 années, on est à la fois sur le vélo et sur le triathlon et on a un projet qui cité d'inclusion puisqu'on s'est rendu compte que les barrières à l'entrée du cyclisme n'étaient pas uniquement niveau social, capacité d'acheter un vélo, capacité d'avoir accès à un entraîneur, possibilité d'aller avoir accès à des routes et se déplacer en groupe ou seul, un peu sur tous ces plans-là. Et toi, qui es-tu? Et moi, qui je Toujours, suis? c'est vrai que tu ne parles pas souvent de Euh, toi, mais c'est intéressant de non, savoir qui tu es, ton passé, enfin ce que tu faisais avant, par exemple, et comment tu es arrivé à faire du vélo, du triathlon. c'est assez particulier parce que j'ai un profil hyper atypique. Si je parle uniquement, pour commencer, de la partie professionnelle, initialement, je travaillais dans le monde du luxe, en marketing. Je voulais absolument travailler dans cet univers-là. C'était peut-être un peu cliché en sortant d'une école de commerce, mais ça me bottait. J'ai appris beaucoup de choses, mais c'était pas très digital et j'avais toujours eu un gros attrait pour les outils digitaux. Donc je suis partie faire du business development en startup digital. C'était une conciergerie, donc on était à l'entre-deux entre le service un peu haut de gamme et quelque chose qui allait être un petit peu plus, grand public et j'ai fini par être chasseuse de tête, dans le digital également. Donc ça a fait un peu des petits rebonds. On pourrait croire que c'est très décousu, mais en fait, dans chacun de ces métiers, il y avait plein de ponts et de synergies et c'est aussi pour ça qu'on me choisissait et qu'on me recrutait. Et à l'issue de cette expérience, j'ai eu un petit passage, down puisque j'ai fait un burn-out pendant ce job-là et j'ai été licenciée pendant mon burn-out parce que c'était quelque chose qui n'était pas accepté par chez mon employeur et j'ai décidé de monter mon entreprise et j'ai lancé ma première entreprise qui s'appelle Print Your Race, qui est une entreprise d'affiches sportives qui existe toujours. Où en gros, quand tu vas faire une course, bah, tu peux avoir des souvenirs de course imprimés avec le parcours, ton temps, etc. Et les bornés ont suivi 1 année plus tard. Et sportivement parlant, je viens pas du tout du monde du cyclisme. Je viens de l'équitation. J'ai fait 10 ans d'équitation quand j'étais plus jeune. J'ai arrêté en arrivant sur la région parisienne pour mes études supérieures parce que c'était assez cher et j'avais pas envie d'infliger ça à mes parents en plus de l'école de commerce. Et en fait, je me suis mise à la course à pied, parce que sur Paris, c'est le sport le plus facile en termes d'organisation et de budget. Quand on est étudiant, bah, on regarde un peu ces 2 choses-là et j'ai pris goût à la course à pied. Je suis allée courir avec, à l'époque, les groupes de Nike qui exerçaient pas mal sur Paris et où je me suis fait une bande de copains et ça m'a fait prendre goût à la compétition. Premier marathon et premier marathon entraîne que mon coach me dit: pas le droit de faire 5 séances semaine après ton marathon, tu te tranquillises et si tu veux continuer à faire autant de sport, bah, c'est natation ou vélo, en plus de la course à pied sur des séances de F. Et j'aimais pas nager. Donc mon choix s'est porté très rapidement sur le vélo. Et c'est là où je suis tombée dedans et j'ai commencé à être piquée. Et comment était venue l'idée des bornés alors? Les bornés, c'est venu quelque chose d'assez assez simple. En fait, justement, en commençant le cyclisme, j'étais à l'époque avec un petit copain qui faisait du vélo et qui a fait l'étape du Tour. Et à la sortie de l'étape du Tour, il m'a dit: «C'est dur, c'est vraiment une des épreuves les plus dures que j'ai faites, mais c'est tellement beau et tellement kiffant,
c'est le genre de truc que tu adorerais. Et moi, je suis un profil de long. C'est-à-dire que marathon, j'adore, étape du tour, j'adore, Ironman, j'adore. Par contre, on me fait faire un 10 kilomètres, je le vis beaucoup moins bien. Et donc, j'écoute ça attentivement et je pense que j'ai dû un peu trop me renseigner sur les réseaux sociaux sur l'étape du tour. Et quand viennent les ouvertures et les inscriptions, je me fais targeter par toutes les publicités qui puissent exister, balancées par ASO. Et ça me donne envie. Et je m'inscris assez bêtement à l'époque avec une amie, sans forcément se rendre compte d'ailleurs de la difficulté de l'épreuve. Il y a eu beaucoup de réponses d'hommes. Grosso modo, essayer de nous faire comprendre que beaucoup d'hommes abandonnaient cette épreuve chaque année. Et donc nous, on était un peu prétentieuses en tant que femmes de venir nous mettre sur cette épreuve-là et qu'on n'arriverait jamais à terminer. Un petit peu piqué, à la fois dans l'ego et à la fois dans mon côté féministe. Ça a été le lancement des bornés, parce que l'idée, c'était de se dire, on va prouver que les femmes sont capables et qu'elles ont leur place sur des sports d'endurance. Et je pense que tu me contrediras pas sur ça. Tu as raison, sur le fait, oui, que la femme, elle a évidemment sa place dans les sports, et notamment les sports d'endurance. Et donc tu fais cette étape du Tour, tu reviens et enfin, voilà, entre le moment où tu te dis: «Je vais créer», alors comment tu voulais créer une association au début ou tout de suite tu as dit: «Je veux faire une entreprise, je veux monter une start-up, pour, trouver un business model qui colle avec cette idée» ou tu es passé par l'idée d'abord de l'association? Comment ça a été ta démarche, Bah, ni l'un ni l'autre. En fait, initialement, avec cette amie avec qui j'ai fait, l'étape, on avait une entreprise en communication digitale et donc en gros, on passait tout sur l'entreprise. C'était un peu financé par notre boîte et on a créé le truc, tout ce qui devait passer en facture passait sur la boîte et on le payait en fait avec les autres contrats qu'on signait avec des marques, donc pour la com digitale pure et dure. Et on faisait ça le soir et le week-end, un peu en passion. Donc c'était un peu un système un peu, détourné. D'ailleurs, il n'y avait pas de chiffre d'affaires qui rentrait, c'était uniquement, potentiellement quelques petites dépenses à droite à gauche et qui étaient absorbées par, l'entreprise qu'on possédait. Et ensuite, on a commencé à avoir une communauté qui s'est agglomérée, qui nous a demandé d'organiser des événements, de créer un maillot. Donc là, on commençait à structurer en fait quelque chose qui allait générer des revenus et des coûts. Et donc, on l'a aussi fait passer sur l'entreprise. C'est-à-dire qu'au tout début, l'entreprise de communication digitale, et d'ailleurs, c'est toujours le cas, c'est-à-dire que LBDC, qui est l'entreprise qui possède les bornés, était à la base une agence de com digitale. Et au début, elle absorbait tout et elle gérait tout en business parallèle en fait, de notre activité. Et au fur et à mesure, les bornés est devenu en fait, finalement, l'activité principale. D'accord, en fait, c'était une passion et de cette passion, finalement, tu as trouvé un modèle économique viable pour en vivre, en fait. C'est On n'en vit d'en pas vivre. encore, mais un modèle économique, en tout cas, dont Oui. on pourrait vivre dans quelques années, ouais. Tiens, d'ailleurs, voilà, on va rebondir sur ça. Oui, sur l'aspect financier, donc tu t'es lancé corps et âme dans ta start-up, on va dire ça comme ça. Tu continues ton activité à côté là de conseil en digital? Un petit peu, on a, 1 ou 2 clients, dans le monde du cyclisme parce que c'est très facile pour nous de leur donner des conseils en gestion de communauté. On D'accord, la connaît cette communauté, d'accord, donc c'est pas la part, majeure de notre travail, mais ça existe toujours. d'accord, oui, donc du coup, maintenant, tu étais vraiment à 100, presque à 100 sur les bornés alors? Quasiment, ouais. Et donc du coup, ouais, financièrement, la start-up, c'est un monde un peu particulier parce que, on peut le dire, hein, nous aussi on passe par ces étapes-là, où finalement, économiquement, tu vas vivre, une aventure professionnelle, au début sans vraiment pouvoir en vivre, complètement et parce que en fait tu ne Mmh, génères pas du revenu, quoi. c'est ça. Mais moi, j'avais de la chance, c'est que j'avais mes droits de chômage au tout début, D'accord. donc ils te donnent la possibilité quand tu es, entrepreneur de soit toucher une sorte de capital pour lancer ta boîte, soit toucher en fait tes droits chômage pendant 2 ans comme un chômeur classique, mais tu es déclaré comme entrepreneur et créateur d'emplois. Et moi, j'ai choisi la deuxième option parce que je préférais avoir de la régularité et me laisser un peu plus de temps que d'avoir un gros pactole et d'avoir à gérer ça au tout début. Mmh. Donc j'ai eu cette chance-là et après j'ai aussi la chance en parallèle de donner des cours en école de commerce, que un gros background marketing et entrepreneurial, fait que ça intéresse les écoles et clairement en ce moment, c'est plutôt ça qui me rémunère. Mais oui, quand on est en start-up, il faut accepter en fait de faire un énorme sacrifice, sur sa rémunération, surtout quand on a potentiellement eu avant ça des postes, à responsabilité et des postes avec une belle rémunération. Moi, je sais que c'était mon cas. J'étais extrêmement bien rémunérée pour une jeune femme de 26 ans au moment où j'ai quitté, mon emploi et j'aurais pu choisir la solution de facilité et de reprendre un emploi tout aussi bien payé et c'est pas la solution que j'ai choisie. Ouais et puis, il faut dans le monde de la start-up, il faut savoir que ceux qui réussissent, donc ceux qui arrivent à faire qu'une start-up devienne une entreprise, souvent ceux qui ont rien à perdre et ceux qui ont rien à perdre, c'est ceux qui ont, bah,
qui soit ont rien et donc finalement, quand ils ne peuvent pas perdre rien, ou soit ceux qui ont déjà des solutions alternatives ou à côté pour pouvoir, assumer, le risque de la start-up, quoi. Assumer le fait que tu vas peut-être pas te payer. Moi, je sais que le Covid a fait qu'il y a eu une décision de décaler encore d'une année supplémentaire le fait de se faire rémunérer. Tout le monde ne peut pas l'encaisser. C'est-à-dire qu'il faut avoir aussi, potentiellement les alternatives. Moi, je sais que c'est cours en école de commerce qui me le permettent parce que, tout ce que je gagne, je le mets de côté et je le dépense le moins possible. C'est un peu ma technique. Mais tout le monde n'a pas forcément cette chance. Donc, c'est une certaine forme de résilience en même temps aussi, j'aurais tendance à dire. Tu en penses quoi toi du modèle start-up en France? En comparé aux États-Unis ou à Londres ou à Berlin, quoi? Il est compliqué. Alors pour plusieurs raisons, c'est que déjà, quand tu es une start-up en France, tu as pas les mêmes possibilités de faire entrer des investisseurs que dans ces pays-là. C'est vachement plus facile de faire des levées de fonds en Angleterre, parce qu'ils ont beaucoup plus de déductions fiscales, ils ont tellement d'avantages fiscaux qu'en fait, c'est un placement hyper rentable pour eux et hyper intéressant. Donc tu vas trouver des levées de fonds beaucoup plus facilement que ce que nous, on peut avoir. On a un environnement et un écosystème beaucoup plus frileux à la levée de fonds, sur des petits montants et sur des startups qui se lancent. Ouais, Ils veulent tout de suite chercher soit la startup qui va faire un fois 10. Bah ouais, mais toutes les startups vont pas faire ça à horizon 5 ans. Il y a des startups qui vont mettre 10, 15, 20 ans à faire ça. ouais. Ou alors ils vont aller chercher des startups qui sont déjà établies et qui rassurent. Sauf qu'en fait, c'est un peu la notion, c'est la même chose que ce que je disais quand j'étais, chasseuse de tête. Parfois, il y a des personnes qui sont très capées, qui ont beaucoup de compétences, mais qui ont jamais fait ce métier. Mais tu sais qu'elles vont être très bonnes, elles vont avoir 1-2 mois de formation et après elles vont être excellentes. Mais elles l'ont jamais fait. Mais si tu leur donnes jamais la première expérience, bah, elles arriveront jamais à acquérir 2 à 3 à 4 ans d'expérience pour pouvoir après avoir, le CV le plus solide possible pour d'autres jobs. Et c'est toujours un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il faut toujours donner la première chance et c'est la même chose pour les startups, il faut nous donner une chance à un moment, investir, prendre peut-être un risque, mais à un moment, ça fera qu'il y aura potentiellement un multiple et en conséquence, ça attirera d'autres investisseurs et là, on va faire grossir la startup, de façon exponentielle. Et en France, c'est un petit peu plus frileux sur cette partie-là, je trouve. Ouais, tout à fait, ouais. Ouais et pour les séries A et même, avant les séries A, c'est toujours très compliqué, hein. Mmh, et je rajouterais même qu'être une femme entrepreneur, c'est pas si Beh, simple. j'allais rebondir. Voilà, j'y allais là, j'y allais tout droit et donc, toi, dans ce milieu, tu te retrouves toi, tu quoi? Tu es pas très grande, tu fais quoi? 1 m 60? C'est ça. Tu fais 1 m 60, tu es menue, tu te retrouves au milieu de la start-up, où, tu es entourée en majorité de garçons et heu et donc ouais, de toute façon dans la société, c'est toujours comme ça, hein, on va dire le rôle de président ou en tout cas de dirigeant d'une entreprise, est souvent confié à un homme. Dans la start-up, c'est un peu moins ça, mais bon, c'est quand même, on retrouve ce phénomène-là. Et toi, Ouais. comment tu te places, toi, en tant que femme et entrepreneuse, dans la start-up, face aux difficultés que tu vas rencontrer, via la levée de fonds, via la gestion, via les deals que tu vas faire avec les marques partenaires? Bah, ça dépend vraiment de qui j'ai en face de moi. Ça, c'est beaucoup plus facile si j'ai des femmes en face de moi parce qu'elles ont souvent, peut-être un côté, projectif peut-être de se dire: «Bah, elle a le courage de faire ça» ou «Elle a eu la possibilité d'avoir cette idée et elle l'a lancée». Donc j'ai toujours plus de facilité si c'est une femme en face de moi. Après, moi, j'ai évolué dans un environnement d'hommes. Hormis le luxe, toutes les autres expériences que j'ai eues, j'étais que dans des équipes d'hommes. J'étais parfois la seule femme, voire même très souvent la seule femme. Donc je m'y suis habituée, donc c'est assez c'est pas assez c'est pas je vais pas dire que c'est assez naturel, mais en fait, c'est un écosystème dans lequel j'ai tellement évolué et je me suis tellement, habituée à me prendre des réflexions que je me suis fait une sorte de petite carapace et maintenant je sais me défendre, j'ai les armes pour. Ce qui fait que quand on me fait une réflexion sur mon genre, je vais soit répondre par l'humour, soit répondre tout simplement avec un argument qui est juste indétrônable, c'est sur la capacité. C'est-à-dire que est-ce qu'un homme serait meilleur que moi à ce rôle-là? Non. Puisqu'actuellement, ce qui incarne aussi le projet Les Bornés, c'est le fait que j'ai moi-même vécu ces réflexions misogynes, ce caractère désagréable d'être une femme dans un milieu d'hommes. Et donc, ça n'aurait aucun sens de faire porter l'égérie du projet par un homme, alors que finalement, en fait, tout ce dont on parle, c'est des problématiques de femmes initialement. Donc, j'arrive à me défendre aussi grâce à ça. Donc, mon genre va être peut-être un peu moins pénalisant, mais c'est une réalité. C'est-à-dire que pour lever des fonds, on m'a souvent dit qu'il fallait que je m'associe avec un mec. Ah oui, on t'a dit ça? Ouais, Ah, c'est dingue. ouais, ouais. D'accord. Ce qui est juste délirant parce qu'en fait, le genre ne alors que je sois associée, why not? Mais le genre n'a pas à être un qualificatif de sécurité et les hommes Et ont et d'ailleurs, l'argumentaire était fondé sur quoi? sur le fait que ça rassure les entrepreneurs d'avoir un homme.
Et ça les rassure en quoi? Je suppose que c'est par rapport à une vision de la société. La femme, dès qu'elle a 30 ans, elle va forcément vouloir, dans l'imaginaire collectif, fonder un foyer, avoir des enfants. Donc, elle va peut-être moins être dédiée à son entreprise. Là où l'homme, bah, forcément, initialement, a été beaucoup moins associé à cette vie de foyer, même si c'est complètement délirant en termes de pensée. Je pense qu'il y en a encore beaucoup qui voient les choses comme ça parce que c'était leur système familial de eux qui ont 50 à 60 ans et ils ont relégué toute la responsabilité de la famille à la femme et eux se sont occupés des problématiques liées au boulot. Et il y en a beaucoup, et je le voyais quand je recrutais, il y avait beaucoup de mes interlocuteurs qui me disaient: ah ouais, mais elle a 30 ans, elle va vouloir des gosses. Mais là, chez lui, la grappe, si elle en a pas, ça se trouve, vous n'en savez rien, elle a peut-être pas envie, elle peut pas en avoir. Enfin, et puis tant bien, mais elle en Et aurait. et et même que c'est Ouais, c'est voilà, ça. Enfin, moi, je vois ça des change patrons quoi? d'entreprise, la patronne de Frishti, elle a eu 2 enfants à chaque fois pendant ses périodes de levée de fonds et elle a fait exploser sa boîte, positivement parlant. Donc ça n'a aucun sens. C'est une question de personnalité, de comment tu te dédies à ta boîte et de capacité à gérer, on en parlait juste avant, le stress. C'est pas lié à un genre. Ouais, oui, beh, justement, oui, on parlait juste avant qu'on commence l'enregistrement, on parlait, la particularité de la startup, c'est, toi, tu appelles ça les montagnes Ouais. russes. Heu, donc en fait, c'est émotionnellement, vous passez par tous les états, parfois dans la même journée, des ups, des downs en fonction, des événements, si vous avez réussi à créer un partenariat avec une marque, Mmh. si vous avez réussi à vendre un produit qui fonctionne, si vous avez des bons commentaires sur vos produits, si votre communauté, heu, grandit et est heureuse de faire votre marque. Et puis des fois, vous avez des difficultés, notamment souvent, des difficultés financières, de relations, avec les gens avec qui vous travaillez ou alors, avec des partenaires. Toi, comment tu vis ça aujourd'hui, ce stress, qui est finalement, tu as 2 choix. Soit tu le vis bien, soit tu le subis et tu le vis mal. Toi, toi, enfin, je sais très bien que tu le vis bien, tu t'en nourris. Raconte-nous un petit peu tout ça. J'ai pris beaucoup de recul, sur ça, en fait. Je pense qu'il y a la Maud d'il y a 3 ans quand j'ai lancé, Les Bornés et où je prenais beaucoup les choses en frontal. Je le prenais comme une attaque personnelle. Tu attaquais les bornés, tu attaquais mon bébé, tu m'attaquais moi. C'était un peu un effet de rebond. Or maintenant, je pense qu'il y a l'expérience. Je me fais vieille et tu prends beaucoup de recul et je sais que ça a été mon moyen pour moi de lâcher un peu prise sur le fait qu'on peut pas satisfaire tout le monde déjà, ça c'est un point que j'ai beaucoup appris et des gens qui critiqueront ce qu'on fait, les choix, les décisions, les changements de modèle et cetera, il y en aura. C'est leur position, c'est leur avis, mais nous, en tant que patron d'entreprise, on a à prendre des décisions qui sont des décisions cruciales, qui vont avoir un impact sur la rémunération de nos salariés, sur la pérennité de l'entreprise. Et quand on prend des décisions, c'est souvent en ayant ces 2 points de vue en tête et en même temps l'aspect consommateur, mais on peut malheureusement pas satisfaire 100 de nos consommateurs potentiels, donc on va forcément garder que le cœur de cible qui nous intéresse. Et ça déjà, je me suis beaucoup détachée. Les relations, je suis passée d'une relation de binôme en actionnariat à être toute seule, patronne d'entreprise et à avoir des salariés. J'ai tendance à dire que je m'épanouis énormément dans le fait d'avoir des salariés parce que j'ai une équipe jeune et donc je la fais grandir et c'est juste génial de pouvoir les voir monter en compétences et leur apprendre des choses et les voir devenir de plus en plus autonomes sur des thèmes où il y a encore 3 4 mois, ils avaient besoin de moi. Donc j'ai tendance à dire que je me nourris aussi de ça parce que c'est hyper agréable. C'est forcément dur de gérer des gens. On gère des personnalités différentes, on gère des parcours de vie différents. Il peut y avoir des événements dans leur propre vie qui vont arriver, que ce soit le Covid en est le premier exemple, mais il peut y avoir des décès, il peut y avoir beaucoup de choses et on doit gérer ça. Donc humainement, il faut aussi être capable de balancer entre le personnel et le pro pour mettre le bon équilibre. Et en tant que patron d'entreprise, quand on est dans des jeunes startups, on ne nous apprend pas forcément à faire ça, donc on l'apprend sur le tas. Tu te retrouves d'un coup d'un seul dans une situation, tu fais bon, je fais quoi? Donc ma solution maintenant, c'est d'appeler mes potes qui sont RH, d'appeler mes potes qui travaillent dans des milieux parfois où ils ont déjà été confrontés une bonne quinzaine de fois à ces situations et dire tu fais comment toi? Plutôt que de prendre des réactions à vif. Et après, bah, les up and down, quand il y a un down, ma solution en ce moment, c'est de laisser passer un peu de temps. Tu laisses passer 1 heure, 2 heures, tu laisses le truc se digérer. Parce que réagir à chaud, c'est jamais bien, parce que ça te fait du mal, ça fait du mal aux autres. Donc j'ai tendance un peu à dire: «OK, tu poses le dossier là, il va rester dans ta tête parce que c'est impossible de l'oublier, mais tu réagis pas tout de suite et tu laisses, le temps faire un peu son œuvre». Et sur les trucs positifs, par contre, là, tu savoures parce que quand ils sont là, il faut en profiter. C'est le truc qui va te galvaniser et qui va te permettre de faire plus, donc faut complètement surfer sur l'émotion. Ça t'arrive d'avoir des downs tellement importants où tu te dis: «Mais je vais jamais y arriver, c'est trop dur, la montagne est trop haute» et Ouais. ça tu sais que ça te passe, hein, ça te passe l'esprit 5 secondes, puis tu te ressaisis. J'imagine que est-ce que ça tu le vis toi?
Mais tout le temps. Le nombre de fois où quand je vois, si je dis n'importe quoi, mais si on n'a pas atteint sur un mois nos objectifs commerciaux ou si tout d'un coup je me retrouve dans une situation où je ne sais pas gérer et j'ai l'impression on n'a pas de fin en fait. Il y a pas la porte au bout du couloir. Il y a toujours des moments où parfois je me dis mais pourquoi je fais ça? Je pourrais avoir un salaire, je pourrais avoir un salaire, point. Déjà parce que vu que je me paye pas, je pourrais avoir un salaire. Je pourrais avoir un salaire qui serait équivalent à celui que j'avais avant, qui était quand même extrêmement confortable, où j'avais une vie de princesse. Et pourquoi je m'emmerde en fait? Et après, bon, bah, tu as le truc qui te passe, l'émotion négative, elle est passée et tu sais pourquoi tu le fais. Tu le sais parce que tu vois des clients qui sont hyper contents. Tu le sais parce que tu as vu, moi je vois le nombre de femmes qui se mettent au vélo et ça me galvanise clairement. Et je le sais parce que je vois aussi mes équipes. Et quand je vois mes équipes, je suis super fière d'eux. Et donc, ça me donne encore plus envie de me démonter parce que moi, j'ai pas le droit de me démonter. Sinon, eux, comment ils peuvent avoir ne serait-ce que confiance dans le projet et ce que je mène? Donc, mes propres incertitudes, je dois les mettre de côté parce que face à moi, j'ai maintenant des employés et il faut que je les drive et qu'il faut qu'ils restent positifs et il faut qu'ils croient en l'entreprise. Et si j'y crois pas, ça marchera pas. Je suis le premier vecteur de croyance en quelque sorte sur la capacité de mon projet à y aller. Et donc, que ce soit en face à mes ambassadeurs, mes employés, mes clients, mes investisseurs, il faut que je sois toujours à fond. Donc, mes propres petits coups de down, bah, faut les mettre de côté et les évacuer comme tu peux avec du sport, avec, avec une bonne soirée, avec un bon verre de vin avec ton copain. Mais enfin, tu te débrouilles quoi. Tu te nourris de la communauté? Complètement. Un peu moins maintenant parce que j'ai un community manager et donc bah, je suis peut-être moins en frontal avec les commentaires positifs et donc c'est sûr que c'est toujours plaisant quand il me fait un screenshot en me disant bah tiens il y a Bidule qui a dit qu'il était vraiment très très content. Je le vois peut-être un petit peu moins donc j'ai réussi à m'en détacher aussi mais c'est sûr que quand on reçoit un message de quelqu'un qui nous félicite, là on a lancé il y a pas longtemps la trifonction, j'ai reçu plein de messages en disant mais elle est trop belle, vous avez fait un travail de fou, c'est juste dingue ce que vous avez fait. Ça te donne un petit peu une perspective de pourquoi tu as passé, 3-4 semaines à finir à 22h30, à avoir une pause déjeuner, pas de ketchup, de 10 minutes, et en te disant: «Mais enfin, il y a peut-être un moment, il va falloir que je me reprenne» et en ayant bâché, 2 séances dans ta semaine, toutes les semaines parce que tu avais pas le temps, en fait. Tu comprends pourquoi. Nous 2, on se connaît depuis un peu plus d'1 an. Ouais. Je vous ai vu, grandir à donc au début, vous étiez 2 puis maintenant tu es toute seule et arrivé en janvier-février, vous commencez vraiment à avoir une bonne notoriété, sur toute la France. D'ailleurs, en janvier-février l'année dernière, vous aviez lancé un certain nombre de villes, comme on appelle d'ambassadeurs dans les villes. Ouais. Puis arrivé le covid et là et oui, non, il faut qu'on en parle, Maud. Eh beh, non, mais il faut que oui, parce que je veux dire, c'est aujourd'hui ça rythme notre vie, hein, il faut pas se mentir. Je voudrais que tu racontes un petit peu à tout le monde, beh, comment tu as vécu ça au début et heu et aujourd'hui, comment ça se passe par rapport à ça? Bah, ça a été particulier parce que le covid, moi, il est arrivé les annonces de potentiellement d'avoir un confinement, sont arrivées au moment où nous, on était en stage d'une semaine à Nice. On devait faire à la base Paris-Nice Challenge, je sais pas si tu vois ce que c'est, mais c'est une course organisée par ASO, qui fait Nice-Nice et tu passes par les montagnes. Mmh. Course annulée et nous, on décide de quand même partir avec l'équipe et de faire un Paris-Nice officieux. Donc on prend la trace et on ira le jour où on devait faire la course et on fera la course. Mais on la fera tous ensemble avec l'équipe, tout le monde s'attend, le côté un peu convivial débordé. Et on a pris les annonces, de confinement au moment où on était, dans le train pour rentrer. Et ça a fait un peu bizarre parce qu'on sortait de cette effervescence d'une semaine avec, une équipe de folie où on s'était marrés, on avait fait du vélo tous ensemble, on était tous dans un immeuble qu'on avait privatisé, on avait 4 apparts les uns au-dessus des autres, c'était trop cool. À, lockdown, tu as plus le droit de sortir, tu as plus le droit de faire du vélo, tu as plus le droit d'approcher les gens, tu dois, limite désinfecter tes courses, enfin un truc assez, tu changes complètement de perspective. Et au début, j'ai cru que ça allait pas durer. Si je dois être honnête, je pensais que ça allait durer 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines et qu'après ça allait être, à la normale. Et au fur et à mesure, c'est imposé à nous ce qui a touché tout le monde, c'est-à-dire que ça allait continuer longtemps, très longtemps. Et à ce moment-là, bah, il a fallu rebondir. Donc il y a eu beaucoup de répercussions. Il y a eu des répercussions sur le fait qu'il y a beaucoup d'ambassadeurs qui se sont démotivés parce que, bah, ils organisent plus de rides et eux, c'est le nerf de leur pôle et de leur poste. Ils doivent organiser des rides, donc c'était très dur de garder un relationnel avec eux, de continuer à les motiver parce qu'il y avait plus rien, en fait, au quotidien et il y en a beaucoup qui ont quasiment pas fait de ride, là, sur l'année entière. Donc forcément, c'est un lien qui est assez difficile à pérenniser. On a eu la même chose avec la communauté, parce qu'il y en a beaucoup pour qui l'essence même des bornés, c'était les rides. Donc il a fallu qu'on crée d'autres choses, des rides en ligne. On a lancé, des nouvelles formules, des nouveaux produits. On a essayé vraiment
de se développer au maximum en utilisant les outils digitaux pour garder, le plus possible le lien avec eux, en passant par des lives avec des athlètes sur Instagram, enfin en essayant de faire les choses un peu en grand. Et le plus dur pour moi, le plus difficile, ça a été de changer cette organisation et cette relation que j'avais au sein de la direction Les Bornés, puisque c'est à ce moment-là que j'ai perdu mon associé. Donc il y a eu aussi toute une refonte de la structure, de comment est-ce que le projet, allait se structurer, sachant qu'initialement on était 2 et que ça suffisait déjà pas. Donc il y a eu ce besoin de staffer, donc il a fallu que je recrute et pour ce faire, il a aussi fallu que je m'endette, puisque j'ai pris un emprunt pour pouvoir passer la période du covid. Et pour pouvoir survivre, au fait que l'État nous interdisait complètement, toute notre activité, en fait, tous les séjours, tous les rides. Et ça a été une décision un peu, il fallait la prendre vite et en même temps, c'était une décision hyper importante parce que tu t'endettes, donc tu prends un risque personnel, assez fort. Mais je l'ai pas regretté une seule seconde parce que ça a permis de faire des choses que j'aurais jamais faites avant. Toute cette situation Covid, même si elle est hyper dure à gérer, même si au quotidien ça nous demande d'avoir de plus en plus de créativité, d'être, toujours plus présent sur les réseaux sociaux alors que c'est pas notre cœur de métier dans le sens où on a des rides physiques qui initialement créent le relationnel. Ça nous a aussi permis de lancer des trucs qu'on n'aurait jamais pensé lancer. Renouveler totalement le packaging parce qu'on a eu le temps de travailler dessus, faire venir une graphiste pour retravailler toute la charte graphique du projet, avoir vraiment quelque chose d'établi, retravailler le logo. Il y a eu énormément de travail de fait, qui était un peu au tout début invisible et qui finalement en fait a eu un impact de fou parce qu'on a retravaillé toute l'expérience client. C'est vrai que, bah, le milieu du sport a beaucoup souffert du Covid. On en parle très peu, on parle beaucoup des restaurateurs, Ouais. beh, tout ce qui est événementiel, bon, bah, je t'en parle même pas. Mmh mh. Les clubs professionnels, parce qu'on voit, quand on dit club professionnel, on voit toujours les clubs, de haut niveau, on voit, le PSG, Ouais, l'OL, mais en fait, le club professionnel, c'est aussi, la deuxième division, de foot, la troisième division de foot, la deuxième division, la troisième division de basket, ouais, la Fédérale 1 au rugby et tous ces clubs, toutes ces associations. Donc c'est d'ailleurs, bah, c'est des associations aussi avant tout. Elles ont souffert comme beaucoup et aujourd'hui elles sont au bord de rupture parce que, bah, il y a pas de match ou très peu, pas de public depuis plus d'un an pratiquement, presque un an. Donc pas de recettes, pas de public dit pas de sponsor. Donc ça je le vis au quotidien avec le club de basket, avec lequel j'ai travaillé pendant 10 ans là, les JSA Bordeaux Basket, qui bah, voilà, ils sont obligés comme toi, comme nous, de trouver des solutions et en fait, tu as 2 solutions. C'est soit tu te morfonds et tu te dis: «Bah, c'est mort» et puis, soit tu te mets en mode résilience et tu essayes tel un phénix de survivre à chaque confinement, quoi. c'est ça. Et le monde du sport est, je pense, le milieu le plus oublié de cette Complètement. période de confinement. Parce que et ça m'a fait très mal de l'entendre quand j'ai entendu le gouvernement dire qu'on était non essentiel. Parce que, le confinement, la 3e vague, il y en a beaucoup qui ont dit que ça allait être une vague psychologique, parce que le manque de relations sociales, parce que le manque d'extérieur, parce que le manque de sport, même de dépenses physiques. Et même moi en tant que je pense que je peux m'appeler athlète, même si, enfin, c'est pas du tout prétentieux, mais c'est que juste que j'ai une pratique suffisamment régulière pour pouvoir considérer que j'ai une forme athlétique. Hem En tant qu'athlète, c'est dur de me motiver, en me disant: «Je vais faire que des séances de home trainer et de renforcement à la maison». J'ai autant besoin, de faire du sport à l'extérieur qu'à l'intérieur parce que ça m'apporte des choses différentes et ça a été hyper dur pendant le confinement de me dire que j'allais être enfermée et il y a beaucoup de personnes qui, je pense, mentalement, ont souffert de ce confinement et le sport aurait pu être en extérieur, en prenant des mesures, en prenant des distanciations sociales. On aurait pu le conserver et faire en sorte que ça soit au moins un lien et un liant, assez utile et qui permettait aux gens au moins de rester en bonne santé, physique comme mentale et ça a été complètement oublié. Alors que, ça a été prouvé que faire du vélo, en extérieur, ça posait pas de problème. On a un point commun, c'est qu'on fait, vivre d'une communauté tous les 2. Heu, donc moi, aujourd'hui, je m'occupe de la communauté globale de Goutaï, mais j'ai toujours la communauté à Bordeaux qui est la communauté originelle et pendant le confinement, je pense que peu de gens s'en rendent compte, mais l'effort pour garder le lien, pour que Mmh. les gens restent soudés, l'effort mental et l'engagement physique, il a été, multiplié par 10. Enfin, je sais pas toi, mais moi ça a été, enfin, c'est vraiment quelque chose, bah, parce qu'il faut trouver des solutions, il faut que les gens ils s'isolent pas. Parce que le premier réflexe quand on va pas bien et qu'on est dans une situation comme ça, c'est qu'on s'isole, Mmh. et c'est là où, où tu peux ébranler la communauté et que, finalement, l'individualisation s'introduit dans l'effet de groupe qui au départ est
permet de pousser les gens vers le haut et là, c'était l'inverse, quoi et il a fallu se battre, tous les jours, mais vraiment pour trouver des idées, animer, solliciter les gens, toujours rester avoir un contact avec eux, c'était pas toujours facile, hein. Non et malheureusement, tu peux pas non plus à 100 lutter contre cet Non, effet de referme de moi j'appelle ça un effet, huître, mais les gens qui se referment sur eux et qui ont besoin de faire les ermites parce qu'ils supportent pas la période ouais, et le digital correspond pas à tout le monde. Il y a des personnes qui ne supportent pas cette digitalisation de la relation. exactement. Non, c'est ça, c'est ça. Enfin bon, voilà, mais de toute cette expérience, on en sortira évidemment plus fort, parce que j'aurais toujours répété, à la communauté, et notamment à la communauté de Bordeaux. Mmh. Et nous, c'est pareil, nous 2 on va en sortir plus fort, ça c'est sûr. C'est ça qui est bien. Enfin, déjà, je sens qu'on est plus fort. Bien sûr et puis tu as c'est de l'expérience, donc tu apprends des choses et Exactement. tu vas oser faire des choses, tu vas tester des choses, donc c'est du temps que tu consacres peut-être à des sujets où tu aurais jamais mis de temps avant, donc c'est jamais négatif. Il y a forcément des points négatifs qui en sortent dans le sens où, bah, on peut être plus fatigué, plus sollicité, comme tu le disais, peut-être plus éprouvé, mais il y aura aussi du positif qui va en ressortir, c'est sûr. Et tu vois, les mots qu'on utilise, ça me fait penser à une compète, tu vois? C'est Ouais. vraiment le combat, enfin le combat, ouais, c'est une tu l'impression d'être dans une compète là, à part qu'elle dure pas un jour ou 2, elle dure pas 10 heures, 12 heures ou 4 heures, là, j'ai l'impression qu'elle dure des jours et des mois et c'est un peu ça, c'est les mêmes émotions qu'on ressent. Toi, si tu devais garder un souvenir sportif de ta, entre guillemets, «carrière sportive», Mmh. quelle est pour toi la compétition qui t'a permis de grandir personnellement? L'Ironman. L'Ironman de Nice, l'année dernière. Bah, en 2019, parce que l'année dernière, il y a pas de compétition, mais mais l'Ironman de Nice en 2019. Ça a été un game changer pour moi parce que c'était, je pense, un peu le saint graal. Une fois que tu dis que tu es Ironman, les gens te regardent avec des yeux, énormes et donc tu as un peu l'impression d'avoir fait le truc, que personne ne s'imagine faire et en même temps, ça a été un moment où je me suis détachée de beaucoup de pression sociale. Cette forme de compétition, moi je réside à Paris, il y a une très, très grosse, je sais pas si c'est la même chose en province, mais il y a une très, très grosse compétition entre les gens. Les gens s'observent beaucoup, regardent les Strava des autres, sont très, en fait, limite très intrusifs, si je peux dire ça comme ça et ça te met la pression et ça te met dans un mood qui est pas forcément cool et en fait, l'Ironman a été pour moi ce moment où, je me suis rendu compte déjà que toutes les compétitions pouvaient pas se ressembler. On a eu un Ironman juste, horrible. On avait, 40 degrés en haut des montagnes et je ne sais plus combien quand on était sur la prom. Le béton, il était à moitié fondu sous nos pieds quand on courait. Enfin, c'est juste tellement indescriptible ce qu'on a vécu, que je me suis totalement détachée de la performance, du chiffre en fait en soi, de l'allure et de ce genre de choses, pour ne regarder en fait finalement que est-ce que j'ai donné le meilleur de moi-même ce jour-là? Et il y a eu un peu un déclic sportif et ça a fait un déclic aussi dans ma façon de pratiquer. C'est-à-dire que c'est le dernier dossard que j'ai mis. J'ai pas remis de dossard depuis. Parce Ça, que c'est j'en ai bien. pas ressenti le besoin. C'est-à-dire que j'en referai d'autres, hein, mais cette course à l'échalote et cette course au dossard perpétuel, à toujours aller chercher mieux, je sais pas, ça m'a un peu débloquée de tout ça et maintenant si je fais une course, je vais la faire parce que le parcours m'éclate, parce que, j'ai envie d'aller chercher quelque chose sur ce truc-là, mais ce sera pas juste pour prouver aux autres que je suis capable de faire quelque chose. Cette année-là, il a été raccourci à pied, il y a eu Ouais, 30 kilomètres. ouais. Est-ce que pour toi ça a été, parce que je pose la question, mais est-ce que pour toi ça a été quand même, une déception le fait de pas l'avoir fait, de pas avoir fait l'épreuve en entier? Ou finalement, compte tenu des conditions, tu considères que, bah, c'était pareil quoi, ça changeait pas grand-chose? La veille, je t'aurais répondu, la veille Oui, de l'Ironman, j'étais mais dégoûtée parce que tu c'est as pour ça que je te pose la question, tu je as fait m'en doute. 6 mois de prépa, tu es là: «Mais c'est une blague, genre moi je veux le faire». Et quand j'ai passé la ligne d'arrivée, moi j'ai eu de la chance, c'est que je l'ai super bien vécu mon Ironman. Je suis j'ai pas eu de problème de santé, j'ai pas eu de déshydratation, j'ai super bien mangé, j'ai eu une bonne course. Je fais, 5e temps course à pied dans ma catégorie, alors que je pensais pas du tout faire ça. Je fais un truc vraiment où je suis super fière, de moi, pour un premier. Et j'avais pas mal de potes qui ont quelques Ironman dans les pattes, dont du Norseman, dont des trucs assez intensifs et que je croise, à l'arrivée, où tu sais, tu as le sort de buffet là où tout le monde peut manger et boire et je les croise et on papote et ils me disent: «C'est le plus dur que j'ai fait, c'était une horreur».
Et en fait, à ce moment-là, je les ai regardés. Pour moi, c'était des machines, ces gars-là. C'était un peu des dieux vivants. Tu te dis, mais ils ont fait ça, ça, ça. Il a fait Norseman, il a fini dans les 100 premiers. Enfin, what, quoi. Et, euh, et en fait, bah, arrive ce moment où il te dit ça et tu le regardes avec des grands yeux, tu fais, c'était plus dur. Et j'entends Manon Jeunet, parce qu'on en reparle un petit peu, et j'entends Manon Jeunet dire c'était un des plus dur que Kona. Et tu entends tous ces gens dire là, ça et tu fais mais c'est pas possible. Enfin, comment ce truc peut être plus dur alors que c'était que l'Ironman de Nice, c'est pas Kona, c'est pas. Parce qu'en fait, les conditions étaient vraiment très très Ah compliquées. bah, il faut dire que sur la prom, quand il fait chaud, hein. Ah bah là, C'est pas à c'était. moitié, hein. Et en fait, après, j'ai appris les chiffres de la Croix-Rouge. Ouais. Il y a eu 27% d'abandon. Ah Euh, oui, c'était et il énorme. n'y a jamais eu ça sur l'Ironman de Nice. Il n'y a jamais eu ce chiffre-là. C'était 2 fois plus important que ce qu'il y a d'habitude, malgré les grosses canicules. C'est-à-dire toutes les autres fois où ils ont eu des canicules, ça a été 2 fois plus important. Et il y a eu ce moment où ça a fait un déclic dans ma tête où je me suis dit, bah, en fait, tu as fait un Ironman. C'est-à-dire que le prochain, il sera forcément plus facile. Parce que tu n'auras jamais à nouveau ces conditions. Il faut vraiment que tu sois poissarde pour te retrouver avec des conditions comme celles qu'on a eues ce jour-là. Parce qu'il y avait pollution à l'ozone. Il faut savoir qu'on a été brûlés. La trachée et les poumons étaient brûlés pendant plus d'une semaine et demie après. Je ne pouvais pas manger normalement. Je ne pouvais pas boire normalement. On toussait beaucoup et ça faisait mal. C'est comme quand tu as vraiment une sorte de bronchite. Et quand tu analyses tout ça, tu te dis, bah, en fait, ok, c'était peut-être pas la distance officielle, mais l'effort était vraiment tellement dur que ça le vaut, en fait. Et à la fin, tu comprends pourquoi les organisateurs, ils ont réduit. Ouais, bien sûr, mais même tu comprends pourquoi ils t'ont fait signer une décharge en disant s'il t'arrive quelque chose, ta pomme, hein. Parce que les conditions étaient vraiment dangereuses. C'était de l'entêtement et tous les triathlètes, je pense, sont très entêtés la veille de la course. Mais je peux comprendre aussi le risque que ça faisait prendre. Et quand je vois les 27%, j'ai jamais vu autant de personnes sur les bas-côtés en train de vomir, de tomber dans les pommes, d'avoir les jambes en l'air, Mmh. d'être en train de trembler de froid comme s'il faisait 2 degrés alors quand il en faisait 45, j'en sais rien, je sais plus quelle température il faisait. Enfin, et j'ai jamais vu autant de monde aussi mal. Donc je l'ai compris a posteriori. Sur la course à pied, ça m'a vraiment frappé. C'est bien quoi, c'est une belle histoire et du coup, le triathlon, c'est devenu un peu, en tout dans ta tête, un peu, une obsession maintenant depuis cette course? C'est un mode de vie, je dirais. Carrément. Une obsession, je pense pas, parce que j'arrive complètement à bâcher des séances et j'arrive complètement à me défaire du fait qu'il y a des moments où en fait je pourrais pas tout faire et être sur tous les fronts en même temps. Mais c'est un mode de vie parce que ça me fait du bien. Ça me fait du bien d'aller faire du vélo, ça me fait du bien de courir. Nager peut-être un peu moins, je suis moins une nageuse que je ne suis le reste. Et encore, je suis retournée dans un bassin avec un pote et je me suis éclatée. Donc j'ai plutôt tendance à dire que c'est mon équilibre à moi. C'est mon moyen de rester un peu saine d'esprit. Tu as un projet personnel là pour les prochains mois? J'aimerais bien reprendre une course. J'aimerais bien faire un 73 parce que c'est une distance que je trouve facile à préparer, Mmh. contrairement à l'Ironman qui demande un petit peu plus de temps et je suis pas certaine de l'avoir avec la start-up. Mais il y a pas grand-chose, d'ouvert, il y a beaucoup de dossards qui ont été reportés de 2020 à 2021. Donc là, pour l'instant, il y a rien dans ce qui est ouvert, en tout cas, qui me colle soit à mon emploi du temps, soit qui me correspond en termes de parcours, parce que j'aime bien les choses un peu dénivelées. Enfin, j'ai un profil de course assez, montagnard. Donc je vais voir. Je me laisse la possibilité de me préparer et d'avoir une course peut-être, 1 mois plus tard, un peu en last minute. Ça paraît logique après qu'on t'ait entendu, mais tu as donc ouvert là en 2021 une section triathlon dans les Bornées. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, comment cette idée t'est venue? Bon, même si on l'a un peu compris et comment ça va se compléter avec la section cyclisme? Alors c'est venu du fait qu'on nous en parlait déjà pas mal. On nous posait des questions, mais on ne se sentait pas très légitime à lancer le triathlon. Et pendant le confinement, en fait, on a fait un sondage. On voulait un peu mieux connaître notre cible pour pouvoir adapter notre offre, pour faire plein de choses et on leur a demandé leur sport complémentaire et de l'analyse de cette question-là, on a vu que 90 de notre base de données venait de la course à pied et qu'il y avait une part grandissante de personnes qui faisaient du triathlon. Et on s'est rendu compte qu'en fait, la communauté Les Bornés, il y avait une sorte de bascule du monde de la course à pied vers les bornés. C'est-à-dire qu'un peu comme ce qui m'est arrivé moi, hein, c'est-à-dire que tu viens de la course à pied, tu décides de faire un sport complémentaire, tu te mets au vélo, puis en fait, tu te fais piquer, tu aimes bien le vélo. Alors, tu te fais piquer dans le sens, tu prends du plaisir, hein. Juste derrière ça, ben, en fait, il ne manque plus qu'un sport pour faire du triathlon, la natation. Et dans le fond, en fait, c'est le plus petit temps que tu fais sur ta course. Donc, c'est peut-être le sport le moins impactant dans ta course. Et donc, en conséquent, tu t'y mets et tu deviens triathlète.
Et on s'est rendu compte qu'il y avait cette bascule-là qui se faisait et donc on a décidé d'ouvrir le triathlon parce que c'était demandé par notre communauté et parce qu'on voyait cette bascule se faire et que ça nous permettait aussi d'aller sur ce sport où finalement il n'y a pas beaucoup de femmes parce que moi à l'Ironman, il n'y avait que 9 de femmes. Ça se voyait, hein, les petits bonnets blancs, tu voyais pas beaucoup. Tu avais quand même une marée rouge plutôt qu'une marée blanche et ça m'a donné envie de basculer finalement le projet Les Bornés aussi sur ça parce que finalement ça correspondait à notre communauté et à notre identité de marque qui était de se dire plus de femmes dans des sports d'endurance. Sur l'étape du Tour, c'est quoi la proportion? En 2018, sur la première, c'était 6 et en 2019, 7, je crois. Comment t'expliques ça? Plein de choses. 1er, le point mécanique. Ça, c'est un truc que j'ai constaté et moi, j'ai été la première. Quand tu es petite, tu fais du vélo. Tout le monde sait faire du vélo, mais c'est papa qui répare le vélo. Donc tu as un gros blocage sur la partie mécanique. Je savais pas entretenir mon vélo la première fois où je l'ai eu. Heureusement que j'avais un petit copain qui s'y connaissait et j'ai appris, mais ça peut créer un vrai blocage de se dire: «Bah, ouais, en fait, je sais pas faire. Donc je sais pas faire, donc je fais pas». En fait, on va résumer la chose assez simplement. Le deuxième, c'est le fait d'être seul sur une route. C'est quelque chose que les hommes perçoivent peut-être pas, mais être une femme qui fait du sport seule, c'est finalement prendre un risque. En course à pied, on entend beaucoup des femmes qui se font alpaguer, suivre, courir après, mettre une main au cul, siffler, et cetera. Et en vélo, c'est un peu la même chose avec les automobilistes. Moi, j'ai déjà vu des automobilistes mettre une claque au cul à quelqu'un. Il y a des gens qui ont vraiment un relationnel respect avec la femme qui est très limité. Et j'ai aussi vu des automobilistes être très agressifs avec des femmes à vélo. Une femme seule à vélo, il va la klaxonner, il va la doubler rapidement, il va brusquement se rabattre dessus, peut-être parfois plus qu'un homme. Je ne sais pas pourquoi. Et d'ailleurs, ils sont très surpris quand on répond, parce que moi, je suis plutôt un caractère assez fort. Donc, moi, un mec qui va me mettre en danger, je peux te dire qu'il va se prendre un coup dans sa voiture et j'en ai rien à foutre si je lui fais un POC. Et ça leur plaît pas d'ailleurs. Mais il y a beaucoup de femmes qui le supportent pas et je peux comprendre. C'est pas agréable, c'est de la tension, c'est de l'énervement, c'est de la mise en danger. Et le dernier point que je vois, c'est la communication. On voit pas beaucoup des nanas sur des vélos. Le Tour de France, c'est que des bonhommes. Donc quand tu imagines le vélo de route, tu l'imagines directement avec le Tour de France et donc tu vois que des hommes et donc tu te dis pas que c'est un sport pour les femmes, en fait, le vélo. Et donc il y a une certaine forme d'inconscient collectif, qui se crée comme quoi c'est un sport de bonhomme. Bah, je pense que c'est pas que le vélo, hein. Non, ah bah, ce combat, le combat des bornés, on pourrait le faire sur plein de sports. Après nous, on se focus sur 2 parce qu'on ne peut pas être partout et que, en toute logique, il faut aussi, regrouper les efforts. Mais tu as énormément de sports qui ont un défaut de mixité et aussi un défaut de mentalité. Parce qu'il y a un point dont j'ai pas parlé, mais c'est les réflexions que tu te prends. Les mecs qui se sont permis de me faire des réflexions sur Instagram, ils sont, aussi présents dans les pelotons et je ne pourrais dénombrer le nombre de réflexions que je me suis prise je vais te donner 2 exemples, moi, qui m'avaient vraiment, mais énervée, mais ils s'étaient pris des taquets, les pauvres. Je pense qu'ils se souviennent de moi et de mon vélo. Il y en a un, je tournais à Longchamp avec une amie, en récupération. C'était une séance, tranquille. C'est tu tournes les jambes, tu retires un peu, les précédentes séances de la semaine et il y avait un mec qui se mettait dans le trou. Donc il faut savoir que nous, on était en train de papoter, on se racontait notre vie. Le mec était derrière, il écoutait tout. Bon, OK, si tu as envie, hein, si notre vie te passionne à ce point, très bien. Et on double un petit vieux, dans un virage à Longchamp et à ce moment-là, le petit vieux, se fait alpaguer par le mec qui était derrière nous en mode, je sais plus comment il s'appelait, mais: «Hé Gérard, tu as pas honte de te faire doubler par des filles?» Et moi je me suis retournée, je fais: «Mais tu es dans notre route depuis 3 heures!» Et à quel moment, quoi? Et c'est des réflexions comme ça. Le gars prenait notre roue, donc en fait, enfin, déjà, si tu avais vraiment dans ce cas-là un ego, double-nous ou ne te mets pas dans notre roue. Mais ne serait-ce que de te permettre de faire ce genre de réflexion, tu as juste envie de dire: «Mais qu'est-ce que ça peut te foutre? Ça se trouve, on est athlète», il en sait rien, mais on est peut-être athlète de haut niveau, donc en fait, on le prend à tout moment sur une course. Enfin, moi, il y a des athlètes de très haut niveau qui s'entraînent à Longchamp, je m'amuserais pas à jouer avec elles, hein. Elles me mettent 3 tours, hein, comme moi j'en ai fait un. Et ces réflexions-là, c'est des réflexions qui peuvent être hyper bloquantes et hyper énervantes et je vais te donner un autre exemple, à l'étape du Tour. Moi, j'ai fait l'étape du Tour 3 semaines, la 2e étape du Tour que j'ai faite, je l'ai faite 3 semaines après l'Ironman. Donc je devais la faire en endurance pour pas me blesser et pas jouer à la débile. Et donc j'avais décidé d'accompagner une fille du groupe Les Bornés et je lui avais dit: «Dans l'école, je veux t'entendre parler. Tant que je t'entends parler, ça veut dire que tu es en endurance, donc tu iras jusqu'au bout». Et donc je lui parlais. Pendant l'école, je lui racontais ma vie, elle devait me répondre. Et on a doublé pareil un groupe de petits vieux et il y a un mec qui nous a sorti, «Oh mais si elles vont vite, c'est parce qu'elles ont des vélos électriques elles. C'est pas possible, elles peuvent pas doubler et rouler à ce point si rapidement». Et je me suis retournée, je fais: «Bah non, en fait, mon pote, il y a 3 semaines, j'étais sur un Ironman, mais viens t'entraîner avec moi si tu veux».
Et c'est que des petites réflexions qui peuvent sembler gentillettes, mais qui sont très pressurisantes et quand tu te les prends à longueur de journée, en fait, ça te donne pas envie de te mettre dans ce sport. Dans les bornés, il n'y a pas que des femmes, il y a aussi des hommes. Ouais. Comment tu abordes, leurs demandes quand ils veulent intégrer un groupe? Ah bah, ils sont, plus que bienvenus, en fait. Enfin, les bornés, c'est mixte. On a beau avoir un logo avec une tête de femme et un EES à la fin, les hommes font partie de la communauté. Il y a 40 d'hommes dans la communauté. Donc ils peuvent intégrer au même titre qu'une femme, c'est-à-dire qu'ils prennent leur membership, ils viennent rouler avec nous, ils achètent une tenue, ils participent au séjour, c'est tout pareil. On leur propose aussi des produits qui sont dédiés, puisque les tenues qu'on a créées, elles sont pas créées que pour les femmes. Il y a une collection, en tout cas en termes morphologiques, dédiée pour les hommes, parce que ça, c'est un truc, auquel je fais très attention, c'est que j'ai pas une collection homme, une collection femme. J'ai le même design pour tout le monde. Mais après, ils peuvent venir, au même titre que toute femme, participer et c'est justement pour ça que j'ai tendance à dire que c'est un projet de mixité et d'inclusion et non pas de féminisation. C'était le terme qu'on utilisait au tout début et il a changé aussi parce que je pense que les hommes, ont leur code part à jouer, non pas dans le fait d'intégrer, les femmes, mais en fait tout simplement de partager ces moments sportifs avec des femmes. Et c'est ça que j'adore chez les bornés. Mais c'est ça, c'est que voilà, c'est pas comme, tous les mouvements féministes où vous allez créer un groupe dédié qu'aux femmes et donc finalement, bah, c'est aussi incohérent par rapport aux reproches que tu peux retrouver chez les Complètement. hommes. Mais là justement, créer un mouvement qui rassemble Ouais. réellement, à Bah, je égalitaire. voulais surtout pas faire de mouvement qui soit sectaire et c'est pour ça que je dis C'est qu'on clair. regroupe tous les niveaux, du débutant, au confirmé. Donc on a des offres, enfin là, on va faire un stage, en montagne, à Montgenèvre. Je mets au défi n'importe quel confirmé de sortir de ce stage sans avoir des courbatures. On est capable d'adapter vraiment les niveaux à tout le monde et on est capable aussi de faire un stage débutant où c'est des personnes qui viennent mettre leur première pédale automatique avec nous. Et on est capable de faire vraiment des choses assez larges et c'est aussi dans cette notion d'inclusion. C'est-à-dire qu'il y a très peu de groupes où les débutants et les confirmés vont se côtoyer. Il y a très peu de groupes où les confirmés vont venir sur un rail débutant. Or nous, ça arrive. Nous, ça arrive plein de fois et moi la première, je vais sur des rails débutants. Je mets 6 épaisseurs quand c'est en hiver parce que j'ai froid, parce que je transpire Mmh. pas, mais je vais leur apprendre des choses, je vais les encourager dans les côtes. La dernière personne du groupe, je vais être à côté d'elle et je vais lui gueuler dessus dans les côtes pour la motiver, pour qu'elle pousse plus fort, pour qu'elle aille chercher cette côte. Et c'est aussi notre rôle, c'est-à-dire que c'est un effet un peu de partage. Tu as progressé, c'est bien, tu as un meilleur niveau, tant mieux, mais c'est une forme d'égoïsme de rester en fait qu'avec des gens qui ont ton niveau. Il faut aussi parfois repartager et redescendre un peu d'un cran. Et finalement, en fait, tu en ressors grandi aussi, humainement, peut-être pas physiquement, et quoique ça te fait une séance de récup, mais humainement, tu rencontres des gens qui ont la niaque et qui sont peut-être débutants maintenant, qui seront peut-être à ton niveau dans 2 ans, quoi. Tu as prévu quoi comme programme, pour l'année 2021 pour les bornés? En termes d'événements? Ouais? Alors, si je parle vraiment que du local, il y a des rides qui vont reprendre. Merci. Ouais? Hem, Quoi qu'il arrive, au printemps, les choses vont reprendre, oui, quoi ouais, qu'il ouais, arrive. avec un minimum de 2 rides par ville, sachant qu'on va avoir 26 villes ouvertes à partir de mars, donc ça va commencer à faire assez gros. Il y en a combien en ce moment? Et bah, tu en as 10 de moins, donc tu en as 16. Ah ouais, d'accord. Ouais, ça C'est grossit cool. pas mal. C'est quelle ville qui s'ouvre? Alors je veux pas dire de bêtises parce que c'est pas moi qui ai tout géré, mais on a Marseille qui ouvre, on va avoir Annecy, si je dis pas de bêtises, je crois qu'on a Rouen. Je t'avoue que c'est pas moi qui ai tout géré sur ça parce que maintenant j'ai délégué à mes équipes et il y a Nancy. Je je pourrais retrouver les autres. Je les connais pas par cœur. Je connais les existantes, mais pas les ouvertures. Et donc Et après? Vas-y, et les événements chacune de que ces vous villes vont organisez? organiser des événements, qui sont Mmh. des événements découvertes, qui sont pas forcément du vélo. Ça peut être il va y avoir des trucs vélo, genre un atelier, mécanique, une vente privée les bornés, un stage régional. Mais il va y avoir aussi des séances de renforcement musculaire, des séances de cryo, des choses qui sont, un peu complémentaires et qui permettent aussi de mettre en relation les acteurs locaux avec la communauté. Puisque notre but, si demain je fais une séance de renfo à Bordeaux, je vais pas ramener un coach parisien. Je vais essayer de trouver un coach à Bordeaux qui va faire une séance de renfo dans sa ville parce que ça peut lui ramener une potentielle clientèle, parce que ça permet de se rapprocher les gens en fait, dans une localité. Donc on va toujours essayer de créer quelque chose qui va vraiment être autour de cette ville qu'on a sélectionnée. Donc ça, c'est la deuxième chose qu'il va avoir. Et après, on a un planning de stage et de compétition.
En planning de stage, on va avoir, 2 stages de triathlon qui sont déjà programmés. Un dans les Chalets-Baca qui est déjà quasiment complet, qui va être, la deuxième semaine d'avril et la troisième semaine d'avril, il vient d'ouvrir. C'est un stage avec Audrey Merle dans le sud de la France, vers Argelès. Et donc là, c'est trop cool parce que, bah, c'est une athlète quand même de haut niveau qui va venir, coacher pendant une semaine, nos membres. Ça, c'est des stages triathlon et on a un stage cyclisme qui est déjà ouvert, qui aura lieu, en altitude. Donc c'est vraiment un stage col. C'est un stage pour commencer à avoir les jambes qui chauffent, qui sera du côté de Montgenèvre et qui va être en mai, la première semaine de mai. Et après, il y a d'autres choses qui sont prévues, mais qui ne sont pas encore ouvertes, qui seront d'autres types de stages avec plusieurs, formats débutants, très confirmés, intermédiaires. Et après au niveau des courses, on sera présent sur le DT si elle a lieu, puisque c'est toujours, une course pour, nous qui est un peu emblématique dans le sens où on y a passé, quelques kilomètres et on y a déjà emmené 2 fois des équipes et il va y avoir le tour des stations. D'ailleurs, c'est Goutaï qui gère l'entraînement à chaque fois de nos compétitions. Le tour des stations qui est, grosso modo, l'équivalent de la marmotte, mais en version, suisse. Et il va y avoir un défi qui va avoir lieu, dans les Pyrénées, dont tu as déjà entendu parler parce qu'on t'en a parlé. La traversée des Pyrénées, donc, il va y avoir quand même pas mal de D+ et pas mal de kilomètres avec une équipe bornée. Donc ça, c'est un peu notre challenge qui se rapproche plus de l'ultra, mais on a une communauté qui s'intéresse à ça et on va être sur quelque chose de très convivial, un peu bonne franquette parce que ce sera dans des auberges niveau challenge sportif, là, on est sur quelque chose qui va piquer les cuisses. Bah, tu c'est parfait, tu rebondis tout le temps à ce que je voulais te poser comme question. Ouais, je voulais parler de l'ultra. Aujourd'hui, j'ai un pressentiment, mais c'est plus qu'un pressentiment, c'est que l'ultra va être, l'ultracyclisme va être vraiment le sport des prochaines années et Ouais. pour moi, c'est en train d'émerger par le fait qu'il est accessible par rapport à l'ultra trail qui peut être, difficilement accessible en fonction de la génétique et Ouais. ta capacité à t'entraîner, par rapport à ta localisation et au profil, sur lequel tu t'entraînes. L'ultracyclisme est vraiment accessible à tout le monde. J'en ai fait l'expérience cet été, je peux vous dire que c'est accessible à tout le monde. C'est hyper kiffant et Mmh. il y a un état d'esprit, un truc de fou dans ce milieu-là et je suis persuadé que c'est un sport qui va émerger, qui va même dominer, j'en suis sûr. Est-ce que tu as commencé à penser à monter, une équipe, d'ultra, heu, chez les bornés? Alors officiellement non. Après, on en a en fait qui en font. Donc on va très probablement s'inscrire sur des épreuves d'ultra, un peu comme ce qu'on peut faire pour une étape du Tour ou ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on va monter des équipes qui vont venir sur des courses. C'est d'ailleurs aussi ce projet Traversée des Pyrénées. Je ne sais pas si on le brandera vraiment comme les bornés ultra ou les ultra bornés ou quelque chose comme ça, mais ça sera, je pense, des expériences, puisque tout ce qu'on crée chez les bornés, ça a cette notion d'expérience. On veut faire vivre des choses aux personnes, on veut faire se rencontrer des personnes qui n'ont pas l'habitude de se côtoyer, que ce soit d'un point de vue sociétal, que ce soit d'un point de vue régional. Et donc, je pense que ça passera par ces expériences. Et c'est intéressant parce que je pense que, ouais, ça va quand il va y en avoir une ou 2 ou un ou 2 qui vont expérimenter ça, je pense que derrière tu vas voir, ça va être viral, Ah, mais je suis sûre, c'est parce certain. que c'est un vrai plaisir, je pense, Ah ouais, de faire ce type d'épreuve. c'est incroyable. Au niveau de tes ambassadeurs là, j'ai vu donc, tu as parlé d'Audrey Merle, mais j'ai vu aussi que vous receviez aussi, quelques cyclistes. Est-ce que vous allez être, vous êtes en voie d'avoir des ambassadeurs, cyclistes, dans les prochains mois? Alors, Est-ce que vous en c'est avez pas déjà? le budget quand tu reçois un Tony Galopin et un Emmanuel Morin, hein. C'est-à-dire que ce soit Tony ou Manu, c'est plutôt des personnes qu'on apprécie et qu'on pourrait commencer à qualifier de connaissances amicales, puisque je ne me prétendrai pas amie, c'est quand même un peu prétentieux, mais en Mmh. tout cas, c'est des personnes qu'on apprécie et je pense qu'on s'apprécie mutuellement. Mais les sponsorisés, c'est quand même un level up, hein. Le cyclisme professionnel masculin a quand même des budgets qui ne sont pas ceux du triathlon féminin. Donc, sponsoriser Audrey Merle est beaucoup plus dans notre capacité financière que ne va l'être un athlète de haut niveau masculin cyclisme. Et j'aurais tendance à dire la même chose pour le féminin cyclisme, dans le sens où c'est des grosses équipes qui sont en face. Ça va être du FDJ et ce genre de groupe, ou du Trek, par exemple.
et ils n'ont pas les mêmes budgets que nous. Donc, j'adorerais demain pouvoir avoir une pépite et une étoile montante, du cyclisme qui soit les bornés, et tout comme on mise sur Audrey parce que je pense qu'Audrey est une battante et son parcours de vie, prouve qu'elle peut aller loin et qu'elle ira loin. Mais ça reste aussi une problématique, de capacité financière, et je ne suis pas encore, Cofidis, la FDJ ou AG2R la mondiale, quoi. Et moi, j'ai posé la question pour parler justement de ce phénomène-là. Donc, tu as rencontré des sportifs de haut niveau professionnels, Ouais. féminins, masculins. Déjà, tu rendu en fonction de leur discipline, tu t'es rendu compte de l'écart, Mmh. de leurs revenus. Et tu as aussi rencontré des gens qui faisaient d'autres activités sportives, notamment le triathlon. Et là, tu t'es rencontré de l'écart entre disciplines. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de l'inégalité, homme-femme, dans les salaires, des sportifs de haut niveau? Je te parle même pas du foot, hein, parce que là, c'est les écarts, ils sont monstrueux. Et qu'est-ce que tu en penses entre les disciplines? Parce que finalement, tu t'es rendu compte que le triathlon, c'était vraiment quelque chose, encore, à part. On peut considérer ça comme une discipline secondaire par rapport, à d'autres, ce qui était un peu le cas du cyclisme féminin il y a 10 ans encore. Mais, Bien sûr. il y a eu une évolution et notamment une obligation des équipes continentales d'avoir, une équipe féminine qui a fait que ça a accéléré les choses et heureusement. Alors, je me prétendrai pas experte de la rémunération des professionnels parce que je pense pas avoir toutes les datas en main. Moi, ce que je pense de cette différence, c'est que malheureusement, elle est nourrie par les médias. C'est-à-dire que pour pouvoir rémunérer des athlètes, il faut qu'il y ait de la visibilité puisque toutes les marques payeront plus cher un athlète si leur logo est de plus en plus visible, si leur marque est de plus en plus visible, et donc si l'athlète fait rayonner, le sponsor. Ça passe par le sponsoring, la rémunération passe par le sponsoring. Or, les athlètes de haut niveau masculin dans le cyclisme jouissent de compétitions qui sont extrêmement médiatisées, le Tour de France en faisant partie, mais il n'y a pas que ça, jouissent donc d'équipes qui sont beaucoup plus structurées, et tout va mener à ce qu'ils puissent être, payés très jeunes. À partir de l'adolescence, ils peuvent être professionnels et commencer à avoir un salaire, et avoir une visibilité qui va être plus forte, ce qui va faire qu'ils vont peser plus lourd dans le game en quelque sorte. Donc c'est pour moi, la part de responsabilité, elle vient des médias et du fait que, actuellement, une femme va être moins médiatisée qu'un homme, et certains sports sont plus médiatisés que d'autres. Demain, si le football redistribuait une grosse partie de ses bénéfices pour nourrir tous les autres sports, on aurait une explosion de la capacité de rémunérer, des athlètes professionnels dans la plupart des sports qui sont considérés comme des petits sports. C'est un peu une critique, peut-être un peu, vive contre le football, parce que je trouve qu'il brasse beaucoup d'argent et qu'il redistribue peut-être pas autant qu'il pourrait. Mais j'ai même tendance à dire que c'est un peu une critique que je fais entre le sport masculin et le sport féminin. Demain, si on veut que les femmes puissent avoir le même salaire que les hommes, si on veut qu'elles puissent avoir les mêmes conditions de travail que les hommes en sport à haut niveau, j'aurais tendance à dire qu'il faudrait que ça soit financé en quote-part par le sport masculin. C'est-à-dire que le sport masculin dit, je sais pas, 1%, 2% de ce que l'on gagne va à financer des écoles, pour des, jeunes professionnels féminines. Tout comme, ce qu'a imposé, je crois que c'est l'UCI qui l'a imposé, que les grandes équipes et les World Tour, aient une équipe féminine à horizon, je crois, 2023. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça C'est les ça, deadlines. exactement. Et bah, ça, c'est des réglementations qui vont forcer les équipes professionnelles masculines à investir sur du féminin, même si elles sont moins rentables, Ce au qu'ils début. ont ce qu'ils ont fait aussi dans le foot en France. Ouais. Il y a pas si longtemps. Je pense que ça date de 4 ans ou 5 ans. Le même phénomène où il y avait des sanctions, financières, si les clubs, professionnels, ne montaient pas une section, féminine. Ce qui est triste, c'est qu'il faille en passer par une Voilà, sanction c'est ce que financière. j'allais te dire. C'est attristant, alors qu'on pourrait juste réfléchir à une redistribution des ressources au même titre que un peu comme l'impôt peut fonctionner pour l'État, mais les fédérations, qui fonctionnent bien pourraient payer cette forme d'impôt qui permet de redistribuer à d'autres fédérations qui fonctionnent peut-être un peu moins, pour pouvoir continuer à faire vivre certains sports qui sont, plus petits. Après, c'est peut-être très idéaliste ce que je dis, et peut-être très utopique, et ça marchera peut-être jamais parce que les fédérations sont scindées et il y a une forme de scission et elles sont peut-être même parfois en guéguerre. Je vois des guéguerres parfois entre les fédérations, je comprends pas trop. Mais c'est dommage parce que je pense qu'on pourrait redistribuer beaucoup les ressources et faire en sorte que tous les sports et tous les athlètes professionnels puissent en vivre à minima. Ce mois de janvier, je recevrai que des femmes, parce que j'avais envie de mettre en avant les femmes. Souvent, on met beaucoup trop en avant les hommes dans le sport et pas assez les femmes. Donc en janvier, je vais recevoir 4 femmes. Hem, Tu as rencontré Audrey Merle, tu as discuté avec elle. Les triathlètes, c'est un peu les galériens, du sport d'endurance, hein, on va pas se mentir. Moi, m'occupant de professionnels, hommes, mais aussi, femmes, je m'en rends compte tous les jours.
Toi, comment tu vis cette parce que moi, je le vis comme une injustice. Toi, est-ce que tu vis ça comme une injustice? Comment tu vois ça? Enfin, ces gens-là sont extraordinaires parce qu'ils vivent avec peu, ils sont tout le temps obligés d'aller chercher de l'argent et ils s'entraînent et enfin, un triathlon, c'est 3 sports, hein, donc par rapport à un cycliste ou un coureur à pied, faut pas dire 3 fois plus, c'est au moins 2 fois plus, quoi, Bah, d'entraînement. je sais pas si Audrey sera contente que je raconte ça, mais je vais te donner une anecdote. C'est que quand on a décidé de sponsoriser Audrey quand elle s'est fait lâcher par son précédent sponsor, parce qu'elle n'était plus sur les compétitions, à haut niveau, à cause de sa maladie, parce qu'elle a eu la maladie de Lyme et ça a entraîné le fait qu'elle a dû se désentraîner pendant une année et pour autant, là, elle est revenue, elle a fait un 10K avec, un RPA à la clé, donc je pense qu'elle est très capable d'aller chercher beaucoup mieux que ce qu'elle faisait avant. Et nous, à ce moment-là, on a décidé de la sponsoriser, j'ai décidé de la soutenir. Je ne me voyais pas, en fait, ne pas le faire et on lui a fait signer un contrat de sponsoring et quand j'ai mis une rémunération dans le contrat de sponsoring, au début, elle l'a refusé parce qu'elle me disait que c'était trop et qu'aucune marque, même des grosses marques, ne lui avait payé ça, avant. Alors que c'était minime. Enfin, franchement, c'était plus pour moi une indemnisation et plus, c'était ce qu'on était capable de mettre en étant sûr de l'avoir dans les comptes en banque, au moment où on allait signer le contrat, quoi. Et je me suis retrouvée un peu, alors j'ai plus qu'insisté, il y a cette ligne budgétaire dans le contrat et on lui donnera une petite quote-part de rémunération. Mais j'ai été un peu choquée de me dire qu'à son niveau, avec ce qu'elle a ramené comme médaille, avec ce qu'elle a comme capacité physique et mentale, les marques, qui soient des grosses marques, n'avaient même pas la capacité à mettre ce que nous, on est capable de mettre en tant que petite start-up qui n'a pas de budget. Et j'ai trouvé ça scandaleux. Tout à fait. Oui, je te comprends. C'est bien, je voulais t'entendre dire, c'est bien, on partage, la même chose. Bah, je te remercie Maud, hein, c'était, excellent. Je vais te poser une dernière question, excuse-moi, parce que j'ai vu qu'il était tard et que tu dois aller travailler, j'imagine. Qu'est-ce que tu souhaites à ta communauté pour 2021? Ah la vache! Ah Qu'est-ce que ah je ah! souhaite à ma communauté pour 2021? Ouais, j'aimerais bien qu'ils reprennent les rides déjà, ce serait pas mal. Non, moi, mon objectif, les bornés, je veux que ce soit, si vraiment je la joue idéaliste possible, je veux que ce soit la première communauté en Europe où tu puisses pratiquer le cyclisme et le triathlon dans la bienveillance. Donc, pas de niveau, pas de question de niveau, pas de question de genre, pas de question d'appartenance. Juste être capable de passer un bon moment avec des gens qui partagent peut-être pas à 100% tout ce que tu partages, mais qui ont ce point commun, ce socle commun, c'est le sport sympa, le sport où tu te marres, le sport où tu peux être excellent, mais en même temps tu vas aller avec des débutants, où tu peux être débutant et tu vas te démonter la gueule bien plus que ce que le ferait peut-être un confirmé. Un côté vraiment très, très convivial. Et d'ailleurs, il y a une petite anecdote que je t'ai pas racontée, mais on a eu des gens qui se sont mélangés enfin, qui sont devenus amis et qui ont échangé, alors qu'ils n'avaient pas du tout les mêmes modes de vie. C'est-à-dire que moi, je me suis retrouvée à très bien m'entendre avec un chasseur alors que je suis végane. Et en fait, dans le fond, j'aurais peut-être jamais parlé à ce gars-là dans la vraie vie parce que je suis végane, donc je crois au fait qu'il faut protéger les animaux et lui, il est chasseur. Donc, il est complètement à l'autre bout de la ligne. Mais sur cet événement-là, j'ai rencontré quelqu'un d'hyper sympa avec qui je me suis bien marrée, qui avait un super mantra. Et peut-être qu'on ne partage pas ce point commun, mais on en avait plein d'autres à côté. Et cette expérience personnelle, ce que je m'utilise moi plutôt que d'utiliser les autres, il y en a plein qui l'ont vécu et qui se sont retrouvés à échanger avec des gens avec qui ils auraient peut-être jamais parlé avant. Et c'est ça le truc que j'aurais tendance à souhaiter à la communauté Les Bornés, c'est de rencontrer des gens qui sont peut-être totalement improbables dans leur cercle habituel, mais finalement, en fait, de faire des rencontres que tu n'oublieras jamais. Je suis très fier que Gouttaï puisse, collaborer avec les bornés. Tu un soleil dans le milieu du sport, voilà. C'est comme ça que je t'ai contacté en écoutant un podcast, d'Arnaud Manzanini, Oui. sur Ultra Talk et j'étais en train de conduire sur l'autoroute, je me suis arrêté, j'ai dit: «Je lui renvoie un message». J'avais envoyé un message sur Instagram, je crois Ouais, et non, voilà, c'est pour ça. mais Je on te est super remercie content de Maud. savoir parce qu'on sait que tu vas aussi apporter énormément à la communauté. Ça Merci. va être partagé. Merci beaucoup Maud. Merci. Merci à toi. À très vite.